Rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. Communiqué conjoint gouvernement congolais terroriste AFC M23 signé à Doha, les commentaires vont dans tous les sens sur ce document post-carnage de Goma. Une première étape selon les signataires qui précèdent un dialogue à venir. Les choses iront-elles dans la direction voulue? Et puis, peut-on parler déjà du processus de délivrance d'un chèque en blanc aux criminels et terroristes? Ce sont là les grandes questions sur les lèvres de plusieurs. Guerre d'agression rwandaise, encore et toujours, la France de Macron championne dans l'ambiguïté. Depuis Madagascar, où il séjourne, le président français appelle au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Non sans dire un mot sur la solution politique, cette fois-ci au conflit ethnique, des propos susceptibles de semer une fois de plus le flou sur les visées de ce pays qui est un appui du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC. Et puis au Kasaï oriental, le paludisme tue de plus en plus les enfants et les femmes enceintes, faute de médicaments. La situation fait appel à l'urgence pour éviter que la situation ne s'aggrave. Voilà tout pour le sommaire, bienvenue à tous. Il fallait assister au carnage dans l'est de la République démocratique du Congo pour parler d'un cessez-le-feu immédiat. Cette question fait l'objet de plusieurs analyses, justement, après le communiqué de la déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et les supplétifs de l'armée rwandaise, notamment l'AFC M23. Un communiqué publié mercredi 23 avril et dans lequel les deux parties prenantes aux discussions de Doha au Qatar ont exprimé chacun sa volonté d'aboutir à un consensus de paix. Depuis Madagascar, Emmanuel Macron appelle au respect de l'intégrité territoriale de la RDC et une solution politique aux tensions ethniques. Un discours salué en apparence, mais largement perçu comme contradictoire avec les actes de Paris, souvent accusés d'une attitude ambivalente et de soutenir Kigali dans la déstabilisation de la RDC dans sa partie orientale. Suivez le président français dans cet extrait choisi par Steve Boniemé. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que les étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. Deuxième chose, il y a ensuite les tensions ethniques qui existent depuis longtemps à l'est de la RDC, des mouvements politiques qui porte une partie d'ailleurs de ces tensions ethniques avec le M23. Ceci doit être traité politiquement. Et donc nous, ce que nous voulons faire, c'est par la discussion, et avec la RDC, et avec le Rwanda, et avec toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts de chacun, la désescalade politique et ethnique se fasse. Et la France se positionne dans, en quelque sorte, une situation de facilitateur. Depuis le début de l'année 2025, la province du Kasaï oriental fait face à une pénurie alarmante d'antipaludéens. Selon plusieurs sources sanitaires, toutes les zones de santé de la province sont touchées par la recrudescence de cas de paludisme sans moyen de traitement adéquat. Face à une pénurie persistante d'antipaludéens depuis le début de l'année, de milliers de patients sont contraints de parcourir de longues distances pour trouver des médicaments dans la province du Kasaï oriental, où la situation sanitaire est devenue de plus en plus alarmante. Les structures médicales débordées et impuissantes tirent la sonnette d'alarme. Le paludisme, pourtant évitable et curable, se propage dangereusement et devient une menace majeure pour la population. Des cas graves se multiplient, notamment chez les enfants et les femmes enceintes, catégorie de personnes les plus vulnérables face à cette maladie. Dans un contexte où la province est déjà marquée par la pauvreté et le manque d'infrastructures sanitaires, cette crise sanitaire prend des proportions inquiétantes. Les autorités provinciales et nationales sont appelées à l'action en urgence pour éviter que cette pénurie ne se transforme en catastrophe humanitaire de trop en République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial de Kinshasa annonce la démolition imminente des constructions anarchiques érigées à la baie de Ngaliema. Le long du fleuve Congo, les habitants concernés ont 48 heures à compter du 22 avril 2025 pour prendre les dispositions nécessaires. La décision vise à faire respecter les normes urbanistiques, les servitudes et les entreprises publiques, ainsi qu'à préserver les installations de la Régie des eaux. La décision de démolition des constructions anarchiques à la baie de Ngaliema, le long du fleuve Congo, fait suite à une série de constats alarmants concernant l'occupation illégale de cet espace stratégique
et les risques environnementaux et sécuritaires que cela représente. Selon les autorités provinciales, ces constructions enfreignent les normes urbanistiques en vigueur et compromettent l'écosystème du fleuve ainsi que la sécurité des habitants installés dans ces zones à haut risque. Le gouvernement souligne que des avertissements préalables avaient été lancés à plusieurs reprises, mais sans résultat concret de la part des occupants. La population concernée est donc priée de libérer des lieux sans délai pour éviter tout désagrément. Le gouvernement provincial de Kinshasa rappelle que cette action s'inscrit dans un vaste programme de réaménagement urbain visant à rendre la ville plus vivable, sûre et respectueuse de l'environnement. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, quelques députés et membres de son gouvernement, a été reçu par Bruno Lemarquis, secrétaire général adjoint et coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies en RDC. Leurs échanges ont tourné autour de l'évaluation du contexte politique et sécuritaire actuel dans la province du Sud Kivu et son impact sur la poursuite de la transition, des propositions pratiques de réorientation des activités suivies des recommandations. Détail dans ce récit de Steve Boniemé. Dans sa présentation, le gouverneur de la province de Sud Kivu a insisté sur le fait que le projet de développement en cours devrait être repris dans les zones non contrôlées par le rebelle, comme c'est le cas actuellement avec la Banque mondiale, à travers le projet PFCIGL, qui est à pied d'œuvre pour la construction des infrastructures à la frontière des Kavivira, au port de Kalundu et la route nationale numéro 30. Pour la reprogrammation de projets onisiens, l'autorité provinciale a plaidé pour l'intégration de la dimension sécurité, urgence et relance rapide, tout en sollicitant l'appui aux autorités provinciales et locales dans les dialogues communautaires, la médiation et la réintégration de populations déplacées, ainsi que le renforcement des canaux de communication entre les agences au système des Nations Unies et les autorités provinciales pour une adaptation en temps réel. S'agissant de la recrudescence de l'insécurité, le gouverneur du Sud Kivu a montré que c'est suite à la libération de plus de 2500 pensionnaires de prison centrale de Bukavu et des cabarets par les rebelles de l'AFC en 23 que les zones occupées sont actuellement invivables, causant assassinats, viols, pillages, attaques ciblées, traitements cruels et dégradants, ainsi que plusieurs autres cas de graves violations de droits de l'homme qui méritent d'attirer l'attention de la communauté internationale et des Nations Unies en faveur de populations de l'Est de la RDC. Concernant la situation humanitaire, le gouverneur a adressé un tableau alarmant de la situation actuelle que traverse la population de zones occupées par les rebelles, car l'aide humanitaire se trouve bloquée par manque devant l'acheminer vers les populations bénéficiaires. Réagissant, le secrétaire général adjoint et coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies en RDC a remercié le gouverneur et toute son équipe pour les contributions apportées tout en lui demandant d'entrer immédiatement en contact avec le gouvernement central pour donner les orientations aux partenaires techniques et financiers afin de savoir ce qui doit s'arrêter et ce qui va continuer pour le bien-être de la population. Les deux directeurs généraux, respectivement, de la CRF et de la CNSS, représentant les deux caisses de retraités en République du Congo, ont procédé ce jeudi 24 avril à Brazzaville à la signature de la convention instituant les règles de coordination en vue de mettre fin aux difficultés qu'éprouvent leurs pensionnés. De Brazzaville, notre correspondant Gublaise Seydou. Mettre fin à des tracasseries que connaissent des retraités congolais en est une des ambitions nobles que le gouvernement s'attelle à éradiquer par le truchement du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. La présente cérémonie de signature de la convention instituant les règles de coordination entre la CREF, Caisse de retraite des fonctionnaires, représentée par son directeur général, et la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, représentée également par son directeur général, est un exemple probant qui vient à point nommé. La convention a été signée pour que les deux caisses puissent régler le problème à leur sein sans pourtant exiger un fonds supplémentaire à un pensionné qui est parti, qu'il ait commencé au niveau de la fonction publique ou qu'il ait commencé. Parce qu'il y en a évidemment qui sont fonctionnaires et puis trouvent mieux ailleurs au niveau du privé et quittent pour aller au niveau du privé. Donc maintenant le problème est réglé. Chaque caisse va traiter la partie qui la concerne et il y aura comme une fusion des deux périodes
pour en faire une pension normale. Patronant cette cérémonie de signature, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale pense qu'elle est un pas de plus vers l'accomplissement des ambitions sociales du président de la République. Toutefois, la signature de cette convention vient de mettre fin aux difficultés qui rongeaient les retraités depuis belle lurette. La dépouille du souverain pontife est placée dans la basilique Saint-Pierre, quittant ainsi sa résidence privée Sainte-Marthe. Plus de 20 000 personnes seraient attendues sur la place pour les derniers hommages au défunt pape avant les funérailles prévues le samedi 26 avril prochain sur le parvis de la basilique Saint-Pierre sous la présidence de cardinal Giovanni Battista Re. Dans une ambiance solennelle, sous les acclamations de milliers de fidèles, le cercueil du pape François a été conduit à la basilique Saint-Pierre de Rome. Devant le cercueil où reposent à jamais les saints-pères vêtus d'une mitre blanche et d'une chasuble rouge, c'est maintenant un chapelet. De nombreux cardinaux en rouge et évêques en violet ont entonné des chants funéraires lors des rites des translations de la dépouille du défunt. Le corps du souverain pontife, décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral, sera exposé au public jusqu'au vendredi 25 avril au soir sur la place Saint-Pierre afin de permettre aux fidèles du monde entier de lui rendre un dernier hommage. Le funérailles auront lieu le samedi 26 avril sur le parvis de la basilique Saint-Pierre sous la présidence du cardinal Giovanni Battista Re, doyen du collège de cardinaux en présence de nombreuses délégations officielles. Plusieurs chefs d'État ont confirmé leur présence à cet événement. Le pape François avait choisi de vivre à la résidence Sainte-Marthe depuis son élection en 2013, rompant avec la tradition papale du palais apostolique. Son style simple et proche du peuple restera gravé dans la mémoire collective, rappelant que le pape François est décédé à l'âge de 88 ans. La communauté chrétienne garde de lui le souvenir d'un homme simple, prônant la paix et ami des plus démunis. C'est la fin de cette édition. Voici ses principaux titres. Communiqué conjoint, gouvernement congolais terroriste AFC M23 signé à Doha. Les commentaires vont dans tous les sens sur ce document post-carnage de Goma. Une première étape selon les signataires qui précèdent un dialogue à venir. Les choses iront-elles dans la direction voulue? Et puis, peut-on parler déjà du processus de délivrance d'un chèque en blanc aux criminels et terroristes? Ce sont là les questions sur les lèvres de plusieurs. Guerre d'agression rwandaise, encore et toujours, la France de Macron, championne de l'ambiguïté. Depuis Madagascar, où il séjourne, le président français appelle au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, non sans dire un mot sur la solution politique de cette fois-ci, conflit ethnique, des propos susceptibles de semer une fois de plus le flou sur les visées de ce pays qui est un appui du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC. Et puis au Kasaï oriental, le paludisme tue de plus en plus les enfants et les femmes enceintes faute de médicaments. La situation fait appel à l'urgence pour éviter que la situation ne s'aggrave. Merci de votre sympathique attention et bonne suite de programme sur votre chaîne.